Chers tous, merci de nous retrouver maintenant, chères toutes aussi, de nous retrouver maintenant dans ce studio 2 pour parler ensemble de la participation, mais cette fois dans l'entreprise. Comment laisser la place aux salariés, comment favoriser la participation et quels types d'engagements sont possibles au sein d'une entreprise via le dialogue social, bien évidemment, via les instances de représentation du personnel, les CSE, d'accord, mais comment aller plus loin via le collaboratif, via le participatif, via d'autres formes encore? Eh bien, c'est de ça dont on va parler ensemble. Et puis, on va aussi se demander à quoi ça sert, après tout, de promouvoir la participation en entreprise. Est-ce que ça sert aux salariés? Est-ce que ça sert à l'entreprise? Et en quoi, finalement, ça sert à toute la société? C'est exactement les questions qui vont nous animer pendant 1 heure et quart, tous ensemble, avec Jérôme Sadier, pour venir nous éclairer, président d'ESS France, Carole Alain, consultant conférencier québécois qui nous fait le plaisir de venir nous éclairer sur les millénials, sur la jeunesse finalement, leur rapport à l'entreprise qui est aujourd'hui leur rapport à l'entreprise, mais qui est l'évolution de l'entreprise de demain. Après tout, si on ne s'appuie pas sur eux, on ne saura pas comment faire développer nos entreprises demain. Donc c'est fondamental, c'est crucial. Clément Ruffier, chargé de mission ANACT, département études, capitalisation et prospective. Merci à vous de nous faire le plaisir de nous accompagner. Sophie Crabette, merci et bonjour. Vous êtes chargée de l'action revendicative, on en reparlera, revendicative de FNAT. Et puis Nicolas Daucher, merci. Vous êtes aujourd'hui recruteur au sein d'une entreprise et vous allez témoigner de votre parcours. Et puis, je ne suis pas seule dans ce studio. Merci à vous, Carole Dalloz, de nous accompagner, ainsi qu'à vous, Yves Durand, d'être avec moi pour vous faire à la fois écho de la parole de nos internautes, de nos téléspectateurs, spectateurs, et vous êtes nombreux depuis hier à vous connecter, à poser des questions via la plateforme qui nous sont remontées et qui, par la voix de Yves Durand, me sont rapportées. Donc merci à vous et puis vous porterez aussi la parole des PEP puisque c'est quand même vous qui organisez cet événement avec évidence la rencontre des PEP 2021 autour de la participation. Alors, je vous propose, il y a eu plein de questions que j'ai posées en accroche, en amorce de cette table ronde, mais on va d'abord poser peut-être des faits. Est-ce que agir en faveur de la participation en entreprise est une démarche uniquement vertueuse sur un plan humain, ou est-ce que finalement il y a une évolution de la société qui y trouve son compte d'une certaine façon? L'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, accompagne les pratiques des entreprises dans ce sens. Bonjour Clément Ruffier alors. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Donc vous êtes chargé de mission ANACT. Ma première question, justement pour essayer de poser une fois encore les fondamentaux pour pouvoir aller plus loin sur le sujet, c'est qu'est-ce que vous pouvez dire du lien entre la participation des salariés aux décisions de l'entreprise et l'amélioration des conditions de travail? Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation, un rapport de causalité? Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, c'est vrai que sur cette question, depuis maintenant une dizaine d'années, on dispose d'une série d'études très concordantes sur le lien qui peut exister entre, d'un côté, la participation des salariés dans les entreprises, et puis de l'autre, non seulement l'efficacité de ces entreprises, mais également la manière dont les salariés perçoivent leurs conditions de travail. Ces études, donc ces grandes études, sont réalisées à la fois au niveau de la France, par la DARES, mais également au niveau européen. Et je disais qu'elles étaient très concordantes. Elles montrent en effet toutes que il existe un lien très fort entre les pratiques de participation qui sont mises en place dans les entreprises et la performance de celles-ci, mais aussi leurs effets en termes de conditions de travail. Et un lien qui est bénéfique. Donc ce que montrent ces enquêtes, c'est que plus les entreprises mettent en place des pratiques participatives, et plus elles ont de chances d'être à la fois mieux notées en termes de conditions de travail par leurs propres salariés, mais aussi que leurs dirigeants rapportent des bons résultats économiques. Donc du coup, ce lien-là, il est maintenant établi de manière assez forte.
Euh, pour autant, si ces études convergent sur ce résultat-là, elles montrent aussi que ce lien n'est pas systématique. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les entreprises qui mettent en place de la participation qui ont des bons résultats économiques et des bonnes conditions de travail telles que perçues par leurs salariés. Et il existe des contre-exemples, en quelque sorte, d'entreprises qui sont assez peu participatives et qui ont quand même des bons résultats économiques et des bonnes conditions de travail. Et à l'inverse, des entreprises qui sont très participatives et dans lesquelles on ne s'y retrouve pas ni en termes d'efficacité de conditions de travail. Donc un lien fort, un lien pas systématique, et cette question-là est d'autant plus intéressante qu'elle rejoigne en fait beaucoup d'études qu'on a pu faire au niveau de l'ANACT, mais également plus largement dans euh, tout le milieu académique sur ces pratiques de participation qui montrent bien que ces pratiques de participation ont beaucoup de potentiel pour les entreprises d'une part, en termes d'efficacité, mais également en ce qui concerne par exemple la capacité à l'innovation des structures. Donc il y a aussi des liens forts qui existent entre la mise en place de processus participatifs et le fait qu'une structure soit capable d'innover. Donc des gains forts potentiels pour l'entreprise et des gains forts aussi potentiels pour les salariés, avec effectivement des conditions de travail qui peuvent être grandement améliorées. Et pour autant, encore une fois, c'est des résultats qui ne sont pas toujours présents. Alors, on va revenir Donc pour. c'est... Excusez-moi, Oui, je vous en prie. je vous interromps juste une seconde parce que je trouve vous donnez beaucoup d'éléments et c'est très important qu'on puisse rejalonner les choses ensemble. Vous dites que c'est pas systématique et on va revenir sur est-ce qu'on a des éléments qui expliquent pourquoi c'est pas systématique et qu'est-ce qui fait que ça le serait. Mais on va revenir là-dessus peut-être dans un second temps. Avant tout, pesons les choses. Après tout, vous dites, vous parlez des entreprises. Quand on parle des entreprises, c'est un peu comme si on parlait peut-être des pays. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que toutes les entreprises se valent? Il y a des tailles d'entreprises, il y a des petites, des moyennes entreprises, il y a des grandes entreprises, il y en a qui sont locales, il y en a qui sont internationales, globales. Et donc, dans les chiffres, dans les études que vous pouvez avoir, est-ce qu'on voit ce rapport à la participation qui peut être différent selon la taille de l'entreprise et la proximité qu'on a même avec son dirigeant? Alors c'est une très bonne question, vous avez tout à fait raison de la poser. Donc les résultats que je citais sont transversaux à tous les types d'entreprises, que ce soit en termes de taille ou en termes de secteur. C'est-à-dire que ces résultats généraux, ce lien positif qu'il existe entre participation, efficacité et participation et conditions de travail, est présent aussi bien sur des grandes entreprises que sur des petites, et sur des entreprises de l'industrie que sur des entreprises du service. Donc là, ça ne joue pas du tout dans ce lien-là. Et ça, c'est très important de le souligner parce que souvent, on a des a priori concernant les structures. On se dit par exemple que la participation, c'est bien dans les petites structures, mais que c'est très compliqué à mettre en œuvre dans les grandes entreprises. Et que quand une entreprise grandit, il serait assez logique qu'on ne s'éloigne des pratiques participatives et qu'on mette en place des modes de fonctionnement plus hiérarchisés, notamment. En réalité, ce n'est pas le cas. Il existe des types de participation pour ces différentes structures. Et donc, il est possible et intéressant, à la fois pour les petites entreprises, mais aussi pour les grandes, de mettre en place des espaces de participation. Alors, Donc, ce sans n'est pas du vouloir... tout réservé à un type d'entreprise. D'accord. Alors, sans vouloir rentrer dans la liste des courses tout de suite de ce que ça voudrait dire, mais quand on parle de participation en entreprise, après tout, on parle de quoi de pratiques participatives? Parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui ne savent pas forcément comment faire participer leurs collaborateurs, leurs salariés. Alors, ça veut dire quoi quand on parle de participation en entreprise? Non, encore une fois, c'est une très bonne question et je vous remercie de me la poser. Mais je suis là Euh, pour ça, c'est pour ça, c'est normal. on voit que vous avez bien travaillé le sujet. Non, ce que je voulais dire, c'était que effectivement, vous avez raison de le souligner parce que les pratiques participatives sont extrêmement diverses au sein des entreprises. On peut, pour aller très vite, distinguer des pratiques participatives selon le type de sujets qui sont mis en œuvre, qui sont, pardon, ouverts à la discussion. Dans certaines entreprises, la participation est par exemple ouverte uniquement à des questions qui sont liées au travail des personnes, donc à des questions très opérationnelles, alors que dans d'autres structures, la participation peut se jouer à des niveaux beaucoup plus stratégiques, financiers, voilà, donc à des niveaux beaucoup plus politiques de la structure. Donc une première distinction qui peut être faite un peu entre ces formes de participation, c'est quels sont les sujets sur lesquels on ouvre la participation avec les salariés. Finalement,
qu'est-ce qu'on va demander aux salariés? Est-ce qu'on va leur demander simplement des idées pour améliorer leur poste de travail ou est-ce qu'on va leur demander leur avis, par exemple, sur le business plan, la stratégie à 5 ans, etc., etc. Et on voit bien qu'entre ces deux types, on est sur des types de participation extrêmement différentes. Absolument. Ensuite, la participation, elle peut également être plus ou moins poussée. Parfois, la participation, c'est uniquement de la consultation. Donc, on peut avoir des formes de participation, par exemple une enquête qui est passée auprès des salariés. Donc, on demande l'avis des salariés, mais ensuite, la décision, les discussions sont prises par les organes compétents. Euh, on peut aller un peu plus loin dans cette participation, on peut faire ce qu'on appelle de la concertation, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement demander l'avis des personnes, on va essayer également de construire un point de vue collectif. Et donc là, on met en place des espaces dans lesquels on peut essayer de croiser les points de vue, faire en sorte que les points de vue discutent et arriver finalement à construire un point de vue différent en croisant ces différents points de vue. Et puis enfin, on peut aller beaucoup plus loin en termes de participation, puisqu'on peut également faire de la participation qui soit de la codécision, dans lequel, au-delà de simplement demander l'avis, au-delà de simplement discuter ensemble, on essaye de faire en sorte de prendre la décision ensemble. Et donc là, encore une fois, on voit bien que ces espaces de participation peuvent être très différents. Et ce qui est très important à dire dès maintenant, c'est finalement qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces modes de participation. On pourrait se dire assez rapidement, ou trop rapidement justement, que si on fait de la codécision, c'est mieux que si on fait simplement de la consultation des salariés. En réalité, il n'en est rien. Ce qu'on constate, c'est que ce qui est important, c'est que les modalités de participation soient extrêmement claires dès le début. C'est-à-dire que les salariés, quand on va les consulter, ils sachent finalement dans quel niveau ils vont se situer. Mais pour autant, on peut avoir des très bons effets d'une démarche participative consultative, et à l'inverse, on peut avoir des effets très délétères d'une démarche qui serait de codécision, qui serait mal préparée. Donc du coup, il y a vraiment un intérêt à dire clairement quel type de participation on souhaite mettre en place et à s'y tenir. Et après ça, je dirais que les effets peuvent être bénéfiques, quelle que soit la forme de participation qu'on peut mettre en place. C'est très intéressant ce que vous dites là, Clément Ruffier. En effet, la consultation ou la codécision peuvent être l'un ou l'autre vecteur d'une meilleure qualité de vie au travail. Et ce n'est pas parce qu'on vise plus haut qu'on arrivera à meilleur dans le résultat, dans le ressenti des salariés. Je vois que vous avez vraiment envie de réagir à tous ces éléments majeurs qui viennent d'être exposés là par Clément Ruffier, Yves Durand. Oui, j'ai deux questions, mais qui se rejoignent. La première, c'est est-ce que les salariés peuvent participer au choix justement du mode de participation au départ? Ou est-ce que C'est une mise en mode, abîme. c'est ça, est-ce que ce mode leur est imposé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un rapport entre le mode de participation et la nature de l'entreprise? C'est un peu la question qui avait été posée par Sandra tout à l'heure, mais non pas petite, moyenne ou grande entreprise, mais son type d'activité, start-up ou industrie de production, par exemple, et de main-d'œuvre. Voilà. Est-ce qu'il y a, et avec également le niveau de qualification des salariés eux-mêmes? Clément Ruffier. Écoutez, merci encore pour ces questions, encore une fois très pertinentes et très intéressantes. Alors la première question est particulièrement importante et vous avez bien raison de le souligner, c'est-à-dire que on voit aujourd'hui malheureusement un certain nombre de modèles organisationnels qui prônent la participation, mais dans leur modalité de mise en œuvre et pas dans leur modalité de conception. Et ça, c'est extrêmement délétère, parce que ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que si la participation est potentiellement intéressante pour les salariés, elle ne joue pas qu'en leur faveur. La participation, ça représente également une charge pour les salariés. Et même une double charge finalement. Une charge tout d'abord de travail, puisqu'on va leur demander de participer à des réunions, de donner leur point de vue, donc ils vont avoir davantage de travail que ce qu'ils ont d'habitude. Et puis une charge cognitive. Voilà, parce que la participation, c'est également de nouvelles responsabilités. Finalement, c'est parfois assez confortable d'être dans une situation où les décisions sont prises par un autre organe auquel on ne participe pas, parce qu'on peut se dire que ça ne dépend pas de nous. Et quand on est impliqué dans ce choix-là, et ben du coup, on en porte en partie la responsabilité, et donc ça peut être aussi lourd, et ça peut être vecteur de stress. Donc pour les salariés, la participation, c'est certes un vecteur potentiel d'amélioration des conditions de travail, mais c'est aussi une charge. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que bien souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Et du coup, quand on se lance dans la mise en place d'un modèle participatif, si on oublie ça, on peut se dire finalement, les salariés, ils ont tout intérêt à aller dans la participation et donc on ne va pas leur demander leur avis.
Et donc, du coup, on a effectivement des modèles de participation qui sont mis en place de manière extrêmement descendante, paradoxalement. C'est-à-dire, c'est la direction qui décide de faire participer les salariés sans demander leur avis aux salariés. Et ça, c'est extrêmement délétère. Et nous, ce dont on prône beaucoup, c'est une question effectivement de symétrie. C'est-à-dire que on associe les salariés à la conception de ces espaces participatifs de la même manière que si on souhaiterait qu'ils soient participés. C'est-à-dire que si on souhaite mettre en place un espace de type consultation, à minima, il faut effectivement consulter les salariés pour avoir leur point de vue. Et si on souhaite mettre en place de la codécision, effectivement, il est intéressant que cet espace-là puisse être mis en place de manière codécidée. Et alors, concernant la deuxième question que vous posez, Yves Durand, qui est aussi très intéressante, le mode de participation, est-ce qu'il est lié ou pas à la nature de l'entreprise? Est-ce que selon qu'on soit une start-up ou selon qu'on soit une entreprise d'industrie, de production ou quel que soit son secteur, est-ce qu'il y a des modes de participation qui peuvent diverger et est-ce qu'il y a des leviers qui peuvent être plus adaptés que d'autres? Oui, alors comme je disais, hein, le secteur ne joue pas sur plus ou moins d'intérêt à aller vers la participation. La participation est intéressante pour tous les secteurs. Par contre, ce qui est vrai, c'est que selon les secteurs, on n'est pas du tout dans les mêmes types de participation. Alors pour être un peu caricatural, un peu trop rapide peut-être, hein, mais voilà, pour être un peu plus clair, c'est vrai que quand on est dans le milieu des startups, on est très souvent plutôt attiré vers des modèles du type entreprise libérée ou entreprise opale, voilà, de ces modèles-là. Quand on est dans le secteur de l'industrie, on peut penser à la mise en place des cercles de qualité, à la mise en place du Lean également qui promeut la participation des salariés. Et donc du coup, il y a des modèles un petit peu et des modalités différentes de mettre en place la participation. Ce ne sont pas des modèles exclusifs au sens où il est tout à fait possible d'utiliser ces modèles dans des secteurs qui ne sont pas les leurs, mais disons que c'est un petit peu les modèles de référence ou en tout cas les modèles selon lesquels on va le plus s'approcher et le plus vite possible. Après, ce qu'il faut bien dire, c'est que il y a quand même un secteur pour qui la participation est un peu plus naturelle et ça vous parlera particulièrement, c'est bien évidemment le secteur de l'ESS, dans lequel la participation fait quand même partie des valeurs un peu fondamentales de ce secteur-là. Et donc le manque de participation peut même être vécu par les salariés comme une forme de rupture d'un contrat qui pourrait exister entre eux et l'entreprise. Et donc du coup, effectivement, c'est le cas, on le constate, dans les entreprises de l'ESS, la participation est généralement plus poussée que ce qu'on peut constater par ailleurs. Ce qui veut dire qu'on y trouve à la fois plus d'avantages que ce qu'on peut trouver par ailleurs, mais également que ces conditions de réussite ou ces risques propres finalement à ces modèles participatifs sont également très présents. Et du coup, il y a vraiment un intérêt à porter attention à ces questions de conditions de réussite et ces risques particuliers. On va revenir, si vous voulez bien, à vous, Jérôme Sadier, justement pour parler de l'ESS ensemble, sur où semble-t-il, d'après ce que je comprends de Clément Ruffier, ce serait a priori un petit peu plus évident d'avancer dans ce modèle de participation. Ce qui est intéressant avant d'aller vers ces schémas-là, c'est peut-être de voir aussi dans quelle mesure, parfois, eh bien, c'est plus compliqué. Où est-ce qu'il y a ces modes de résistance? Et on peut s'appuyer sur un petit échantillon de la population qui est quand même très important, qui nous dit aujourd'hui ce qui peut bloquer dans les entreprises et ce qui peut être intéressant pour les entreprises de demain, c'est le modèle des jeunes. C'est pour ça que je me tourne vers vous maintenant, Carole Alain, puisque vous êtes consultant conférencier et vous êtes devenu, on va dire, le représentant de la parole des jeunes dans l'entreprise aujourd'hui, puisque vous êtes conférencier international et vous êtes totalement à même de nous décrire d'une certaine façon, aussi au travers du livre que vous avez écrit, Génération Z, l'humanité numérique en marche, vous pouvez nous décrire donc d'une certaine façon le portrait robot de ce millénial, de ce qui est important pour lui dans son attachement à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà quelques premiers mots? Oui, tout à fait. Merci tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir avoir la chance de discuter des générations. Donc, puisqu'on parle de nouvelles générations, est-ce qu'on pourrait inclure également là, les milléniaux, hein, ceux qui sont nés au tournant des années 80, au milieu des années 90, qu'on appelle aussi la génération Y, là, et la génération Z, là, née entre les années 95, 96, 2010, et on suit par la suite la génération Alpha. Donc, évidemment qu'il y a des nouvelles générations. Au départ, quel que soit d'ailleurs, j'ai bien aimé le discours là, juste avant, là,
il faut bien comprendre que toute forme de participation avec les nouvelles générations, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, qu'elle soit dans un cadre de décision stratégique ou de manière informelle, il faut garder en mémoire le court-termisme, c'est-à-dire rien ne doit être long avec les nouvelles générations, tout doit être court en termes de participation. Et toute forme de participation pour les jeunes, il faut que ça ait un but. Hein. Ils sont toujours à se demander qu'est-ce que ça va nous apporter. Alors, il faut que ça ait une espèce de perspective d'évolution, soit dans leur carrière, ou soit aussi que ce soit une participation qui a un impact sur le plan communautaire, environnement, etc., quel que soit le type de participation, ou à l'interne, stratégique, entre autres. Les nouvelles générations, à garder en mémoire que tout ce qui est court est toujours à garder en considération, hein, puisque le long-termisme, en fait, ce qui était long appartient davantage aux premières générations. Et on comprend que les valeurs de ces générations-là, dont l'autonomie est très importante, hein, l'indépendance est très importante aussi au sein des organisations, la mobilité. Mais ce sont des générations qui ont besoin aussi de négocier, de dialoguer. Ça fait partie un peu de leur ADN, en quelque sorte. Alors, évidemment qu'il faut s'adapter. Donc là, on voit arriver de plus en plus le modèle horizontal qui s'installe, hein, dans les organisations en Amérique comme en Europe également. Et en fait, dans tous les pays industrialisés, il y a une question qu'on doit se poser avec les nouvelles générations, c'est toute la transversalité avec laquelle ils sont agiles et habiles. Hein? D'où la raison qu'on parle de management directif qui appartenait davantage aux premières générations, dont les baby boomers, par exemple, partie aussi de la génération X. Là. On voit l'importance de management de plus en plus collaboratif avec les nouvelles générations. Donc, ça devient les mots proximité qu'on entend et qu'on souligne de plus en plus, en quelque sorte, doit se vivre au quotidien. Donc, ça serait compliqué de s'éloigner d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 24, de 25, de 28 ans dans les organisations. Il faut faire attention avec l'ancienneté maintenant. Il faut faire attention avec le mot expérience, le temps, la durée longue. Donc, les jeunes veulent se démarquer. Hein, ils ont besoin d'être vus et se démarquer. Que ça fasse 2 ans qu'ils est au sein d'une organisation, par exemple, que ce soit une entreprise dans le privé comme dans le public, ils vont avoir un besoin de sentir qu'ils fassent partie intégrante, en quelque sorte, de faire une différence Ce que je comprends dans ce que vous dites, mais, pardon Carole Alain, oui, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'à la fois, ils veulent participer, être intégrés, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils se sentent trop attachés, c'est reliés, aliénés. Alors parfois, c'est ça qui est intéressant d'arriver à mieux dessiner. Quand vous dites, en effet, cette génération qui est celle des réseaux, qui est celle de l'horizontalité, là, la question même, c'est comment organiser cette horizontalité. Comment on fait pour être à juste distance, vous parliez de proximité, à la fois les embarquer et qu'ils puissent être participatifs, c'est ce qu'ils demandent, et en même temps qu'ils ne se sentent pas non plus aliénés, étouffés, et qu'ils n'aient pas envie de partir tout de suite. Il faut garder en mémoire, ces générations-là ont été séduites. Hein. Ce que j'avais apporté comme thème, la séducation. C'est des générations qui sont séduites. Ils ont été séduits aussi bien, je ne dirais pas de la naissance à l'âge d'adolescence préadulte, mais ça fait partie intégrante. Hein. Ils sont pas séduits, ils sont séduits aussi au niveau avec les médias, par exemple, dans le monde dans lequel ils évoluent. Alors, on doit faire avec cette réalité-là, en quelque sorte. Et donc, évidemment, ça représente un défi. On ne sait pas si un jeune va vous donner 2 ans maintenant, 7 ans ou 10 ans ou 15 ans dans une organisation. C'est plus la sécurité d'emploi, c'est pas la stabilité autant que l'instabilité avec laquelle on doit faire face avec une nouvelle génération maintenant. Donc, la sécurité, ça appartient beaucoup aux premières générations, à savoir qu'on aura une retraite au bout de 25 ou 30 ans ou 35 ans de travail. C'est pas au départ le leitmotiv des nouvelles générations. Les générations sont aventureuses. Ils sont prêts à prendre une année sabbatique à 25 ans. Ils prennent beaucoup plus de risques, assez alertes aussi dans le changement. Ils comprennent, hein, ils ont vécu le changement assez tôt, même dans leur vie. Ils ont connu différents parcours académiques. Ils ont déménagé aussi à plusieurs reprises. Ils ont changé aussi de formation en cours de route. Ils ont tout arrêté à 22 ans puis ont recommencé dans quelque chose de nouveau. Et ça, ils sont très nombreux à vivre cette réalité-là. Une expérience en France, pourquoi pas une expérience en Nouvelle-Zélande, puis une autre en Asie et une autre chez nous au Québec. Et donc, ils ont cette capacité
de bouger. Et un élément qu'il faut garder aussi en mémoire, il n'y a pas un conseil d'administration maintenant dans une organisation de travail. Et ça, je le dis très souvent quand je suis en France. On doit retrouver autour d'une table d'un conseil d'administration maintenant un jeune. Ça nous prend une jeune femme, un jeune homme de 22, 25 ans pour partager des idées, des stratégies. Il ne faut surtout pas attendre que ces jeunes-là aient travaillé auprès d'une entreprise pendant 10 ou 15 ans pour leur donner le droit de parole ou le droit de s'impliquer en quelque sorte dans tout l'aspect stratégique d'une organisation. Et c'est un petit peu le modèle. Le modèle vertical, c'est long. Le modèle vertical, il est stable, il est procédural, il y a des structures. Vous savez, donc, il y a des directions à prendre, il y a des résultats, il y a une performance. Et les jeunes nous disent, attendez, là, moi, ça fait 2 ans que je suis au sein de cette organisation, c'est long. Et ne m'oubliez pas dans le parcours. Et pourtant, ça fait que 2 ans. Vous voyez? Donc, évidemment, c'est intéressant en même temps comme défi. Mais pourquoi vous dites... Pardon, excusez-moi, à chaque fois j'ai l'impression que je vous interromps, mais je pense que c'est le petit décalage. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais pourquoi vous dites que quand je viens en France, et je dis ça souvent quand je viens en France, vous qui êtes au Québec, qui faites des interventions partout en Europe et tout ça, est-ce qu'il y a un distinguo à afficher sur la mentalité, la maturation face à ce sujet de la France? Tout à fait. Moi, je savais quand même... Bon, ça a débuté, là, mes interventions en France au tournant des années 2000. Et dès le départ, on sentait que la verticalité est tellement présente que et je leur disais, de vous préparer. Là. Ils sont jeunes, mais vous comprendrez que ils représenteront 70% des collaborateurs, des salariés en France comme ailleurs d'ici 2025. Hein. Et même avant, compte tenu de la situation de la crise sanitaire et un départ plus hâtif des baby-boomers, on se retrouvera peut-être même en 2023, peut-être au lieu de 2025, avec 70% des collaborateurs salariés qui sont la génération Y, les 25-40 ans plus précisément, et la génération Z, les 10-24 ans, et qui auront en 2025 15 à 30 ans. Donc évidemment il faut considérer cette situation. Et en France, ils n'avaient pas pris de retard. Mais les structures sont bien établies, sont bien en place. Et le jeune, il le sait, lorsqu'il rentre dans une entreprise, soit qu'il reste un petit peu isolé, soit qu'il doit attendre son tour. Et cette lenteur-là, vous vous mettez à risque. Hein? N'oubliez pas qu'en France, il y a près de 40% des nouvelles générations qui travaillent, mais qui sont toujours à se demander pourquoi pas autre chose. Pourquoi pas me lancer dans une autre aventure? C'est vrai? Donc, tout à fait. C'est la même chose chez nous. Nous, ça varie autour de 50%, dont les nouvelles générations représentent un risque important pour les entreprises. La main-d'œuvre partout en Occident, que ce soit dans le manufacturier, dans l'industriel ou dans les secteurs. Écoutez, je présentais en France les experts comptables et avec une moyenne d'âge de 52 ans en France. Et la question qu'on me posait, c'est qu'est-ce qui fait que les jeunes ne veulent plus se lancer en comptabilité? Alors, je leur disais, vous devez revoir votre culture d'entreprise, qui est encore très verticale et très portée sur les procédures, la structure, etc. Et les jeunes questionnent ces milieux de travail. Pas assez poreuses, en quelque sorte, et pas, vous savez, pas assez liquide, pour prendre une expression de Bowman, quand il avait écrit la société liquide versus la société solide. Absolument. Et donc, il faut faire cet ajustement maintenant. Si on veut les avoir, ils veulent s'impliquer. On sent bien qu'en tous les cas, on est en train de changer, si ce n'est passer du solide au liquide, mais enfin, on est quand même en train de changer de matière et très rapidement ces derniers temps. Yves Durand, vous vouliez réagir à ce que vient d'expliquer Carole Alain? Oui, parce qu'on voit qu'il y a effectivement une véritable, presque révolution culturelle alors, entre les générations. Moi, la question que je vais vous poser, c'est 2 questions, en fin de compte, mais là aussi qui se rejoignent. D'abord, est-ce que cette attitude des jeunes générations, très changeante, très aventureuse, je reprends votre terme, va avoir des conséquences sur le management des entreprises, et notamment le management des ressources humaines des entreprises? À l'évidence, oui, et lesquelles? Et la deuxième question, mais qui rejoint la première, c'est, au fond, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur vie professionnelle et dans l'implication de l'entreprise dans laquelle ils travaillent avec une grande mobilité?
Est-ce qu'ils cherchent à être écoutés ou est-ce qu'ils cherchent à participer? Excellente question. Entre le management de directif qu'on avait, qui était bien mis en place là, pendant les années 50, les années 60, 70, même début des années 80, si on veut, puis qui l'est encore dans certaines organisations, on est parti à un modèle de management de proximité pour tenter de desservir la génération X, qui est en âge approximativement en 2021, 40, 42 ans, 58, là, 59 ans. Et nous sommes en ce moment à questionner le management collaboratif, puis avec résistance, le management agile, ce qu'on appelle le management d'agilité. Là. Donc, d'un à l'autre, on voit que la notion de collaboration devient importante. L'accessibilité dans le management devient de plus en plus importante. Vous savez, on vous avait interpellé sur l'open space, pardonnez-moi pour l'anglicisme, c'est des espaces ouverts pour permettre aux gens d'entrer en contact. Bon, ça a été bon et moins pour d'autres. Quand j'ai présenté au ministère de la Défense en France, ils ont dit, M. Alain, ça n'a pas duré chez nous. Bon, ça ne dure pas non plus. Hein, c'est des essais, on tente des choses. Vous savez, l'entreprise doit se percevoir comme vecteur de lien social. L'élément le plus fort qu'il faut garder en mémoire, est-ce que l'entreprise à laquelle on s'adresse aujourd'hui et demain est un vecteur de lien? Est-ce qu'il est fort à développer du lien social et de convivialité avec les jeunes? Oui. Est-ce que le jeune peut vivre une expérience, un congrès, exemple, qui pourrait avoir lieu à Outre-mer, ailleurs, qui n'a pas besoin d'attendre 15 ans pour vivre cette expérience-là? Donc, c'est plus de collaboration qui devient un moteur, si on veut, pour les entreprises actuelles, en quelque sorte. Quand je présente en Suisse, c'est un peu la même réalité. Ils se disent, ouais, le meilleur collaborateur pour nous maintenant, est-ce qu'il doit nous venir de l'Inde? Comme ingénieur, est-ce qu'on doit continuer à tenter d'embaucher des gens qui peuvent encore nous donner 50 heures par semaine dans le travail ou 60 heures, alors qu'on questionne la durée du travail depuis les années 80 et 90 à 35 heures par semaine? Regardez comment les horaires ont été questionnés au fil du temps. Aujourd'hui, le télétravail qui est à nos portes, qui a pris 10 ans sur nous, hein, le télétravail. Il y avait 8% des travailleurs dans le monde qui étaient en mode télétravail avant la pandémie, ce qui représentait 260 millions de personnes à peu près. Et aujourd'hui, on doit y ajouter quand même, c'est quand même assez considérable. Demandez-moi à savoir si on va revenir au présentiel, alors qu'on se retrouve de plus en plus des milléniaux et la génération Z. Alors, on va devoir continuer avec le hybride, en quelque sorte. À ajuster. À manager avec eux. J'ai une dernière question à vous adresser, puis on reviendra ensemble après, mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, qui est assez intéressant. Finalement, qu'est-ce qui motive ces millennials pour être dans cette action, dans cette volonté de participer? Qu'est-ce qui motive? Il y a eu 2 points qui ont été évoqués depuis tout à l'heure. Il y a celui de son avancement personnel, sa carrière, mais sauf que quand on sait qu'on a envie de rester 2 ans dans une boîte où on ne sait pas exactement combien de temps on a envie de s'y investir, finalement, est-ce que c'est ça qui motive, la question individuelle? Ou alors il y a la question qui est plus un enjeu, qui serait celui d'une société, celui d'une planète, celui de quelque chose de responsable. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à, quand on est entrepreneur et qu'on fait venir, justement, en termes de ressources humaines, des jeunes collaborateurs, qu'est-ce qui fait que je vais les motiver à participer? Qu'est-ce qui les importe? Qu'est-ce qui leur importe, pardon? Au départ, je vous dirais suggérer plutôt qu'imposer. Premier point, il faut davantage suggérer avec les nouvelles générations que d'imposer une ligne de conduite. N'oubliez pas que nous ne sommes plus dans la société de l'oreille des premières générations, où l'oreille était dominante et on écoutait à une époque. On pouvait rester passif puis écouter. Nous sommes entrés dans l'ère de la société de l'œil. Les jeunes regardent, ils s'exposent à d'autres réalités. Alors, ils vous provoquent davantage. Donc, on doit suggérer plutôt que d'imposer. Ça, c'est un facteur qui va jouer un rôle important avec eux. L'autre élément, c'est que le management soit, comme je disais, participatif, collaboratif, va venir aussi multiplier vos chances de... Vous savez, et l'autre facteur qui est important, si vous voulez que ça dure 7 ans, l'aventure avec vous, si vous voulez que ça dure 10 ans ou 15 ans, que les jeunes restent au sein de l'entreprise, il va devoir prioriser votre style comme management, votre style, votre charisme va jouer un rôle important maintenant. Et la compétence d'une personne dans l'ère d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est régie par l'ancienneté, l'expérience? Ces valeurs-là appartenaient aux premières générations.
Aujourd'hui, il est beaucoup généré par le style, le charisme, la proximité. Ils sont très émotifs, les nouvelles générations. Vous savez, l'ambiance du travail, c'est un moteur de permettre à des jeunes de rester au sein d'une entreprise. Est-ce que l'ambiance est agréable de travailler dans cette organisation? Oui. Est-ce que mon émotion va bien? Est-ce que mes émotions vont bien? Pourquoi? Nous entrons dans l'ère où le défi, c'est de préserver le bien-être et la santé mentale de nos collaborateurs salariés, qui est un enjeu sociétal partout dans le monde. Il y a quelques semaines, je présentais en Tunisie, et vous savez ce que j'ai proposé aux 10 000 participants qui avaient moins de 30 ans, si vous êtes l'avenir. Mais pour mettre en marche, gardez toujours en mémoire, si vous êtes avocat demain, soyez agriculteur aussi. Assurez-vous de plus en plus du chiffre 2 dans l'ère de demain. Pourquoi? L'avocat qui devient agriculteur, puis l'agriculteur qui deviendra avocat. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment la vie va s'exposer pour vous. Ce n'est pas pour des raisons qu'il n'y a plus d'emploi ou il n'y a pas la main-d'œuvre ne sera pas dans vos secteurs. La durée change. Mais les jeunes ne semblent pas nous dire que l'aventure doit durer 40 ans. Donc, assurons-nous qu'émotivement, il faut remettre l'émotion aussi dans le travail. Il faut que ça se passe bien émotivement dans le travail. La rationalité, les objectifs, la structure, qui a appartenu beaucoup aux premières générations, qui l'est encore aujourd'hui. Le premier geste que le management doit faire aujourd'hui lorsqu'il rentre au travail, c'est d'aller à la rencontre de ses collaborateurs. Il doit aller à la rencontre des jeunes avec un sourire beaucoup plus avenant pour ressentir émotivement qu'on a besoin de moi dans cette organisation. Et ça vient changer beaucoup de choses. Pourquoi qu'un jeune aujourd'hui ne veut plus être ingénieur? Est-ce que c'est dû à la cause climatique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des professions qui étaient si intéressantes dans un passé récent? Pourquoi qu'on remet en question la profession de devenir avocat maintenant? Moi, je travaille avec la Fédération des médecins spécialistes au Québec. Puis on me pose comme question, qu'est-ce qui fait que les médecins, M. Alain, de 30 ans, c'est quand même une belle vocation, être médecin. Ils la remettent en question après 5 ans. Pourquoi veut-il travailler toujours à proximité de... Donc, même les professions qu'on se disait autrefois très installées, on les remet en question, en quelque sorte, parce que le jeune se dit non, émotivement, comment je vais vivre cette expérience, cette aventure dans le travail? Un jeune, il va travailler entre 5, peut-être 12 carrières différentes à partir de 20 ans, dans les années à venir, et ne parlez plus de la retraite, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, en France, vous en parlez trop. Et c'est triste de voir qu'en France, vous êtes vieux à 50 ans. C'est ce qui semble dire dans les organisations. C'était long pour moi, dans les années 2000, à dire à des entreprises, embaucher des 50 ans, embaucher des 60 ans. La participation doit être davantage dans l'inclusion, être inclusif. Et il faut avoir... et c'est ce que j'aime des PEP, la rencontre des PEP, c'est que, quel que soit l'handicap, par exemple, ou la difficulté, ne doit pas représenter nécessairement une difficulté. L'inclusion, qu'elle soit au niveau culturel, au niveau, que ce soit l'immigration, par exemple, il faut être beaucoup plus alerte à ça. Et je vous promets que les nouvelles générations, si vous voulez les motiver, ils vont vous poser une question directe. Que faites-vous de l'inclusion? C'est tout le sujet justement qui nous anime là, ensemble pendant ces 2 jours, évidemment, et bien au-delà de ces 2 jours, de ces rencontres, c'est ce qui anime les PEP, en effet, tout au long de l'année et depuis de bien nombreuses années. Il y a quelque chose qui revient, évidemment, vous parlez de cette... J'aime beaucoup cette société de l'oreille qui est devenue cette société de l'œil. J'aime beaucoup ce que vous décrivez aussi au niveau de l'émotion, mais ce dont vous parlez beaucoup, c'est aussi du temps court. Et je pense que c'est très intéressant aussi qu'on se tourne vers vous, Jérôme Sadier, justement par cette évolution rapide aussi des mentalités. Il y a 7 ans, vous avez participé, il y a 7 ans, donc, à l'élaboration de la loi sur l'économie sociale et solidaire. L'ESS, c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'on a la planète qui a pleinement évolué? Aujourd'hui, vous êtes le président de l'ESS France, qui est une organisation qui assure au plan national la représentation et la promotion de cette économie sociale et solidaire. Quel est votre regard sur ces 7 années et est-ce que vous avez l'impression que justement le temps s'accélère? Évidemment, le temps s'accélère. Vous savez, on doit réaliser des choses en 2021-2022.
qui nous prendrait peut-être 4 ans, là, pas plus tard que l'année dernière. Il faut agir assez vite chaque fois, à chaque année qui passe. L'économie sociale est un défi des nouvelles générations. Hein. Ils ont un regard sur le monde de plus en plus. Ils sont soucieux de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, je souligne souvent aux entreprises, ayez un projet communautaire, aux organisations. Ayez un projet qui touche votre salarié, collaborateur, au et hors Absolument. travail. Et donc, c'est pour ça, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et Jérôme Sadier, qu'en pensez-vous qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, justement, sur ce travail que vous avez entrepris en France? Bonjour à tous et merci pour ces questions et ces premiers échanges. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de la loi de 2014, à vrai dire, mais Non, mais ce n'est pas après pour tout, parler de la c'est loi, c'est pas... pour parler de Non, non, l'évolution de la société et votre mais ne vous inquiétez pas, je ne perception. vais pas vous parler de la loi, je ne vous en ferai pas la publicité. De toute façon, du coup, j'allais commencer par dire qu'elle est dépassée, en fait. C'est ça. Donc, parce qu'en 2014, il s'agit de reconnaître quelque chose, de le formaliser un peu de la loi, d'essayer de voir en quoi et comment elle pouvait se développer. Mais bien évidemment, depuis 2014, la société a déjà beaucoup évolué, le monde du travail a beaucoup évolué, les besoins sociaux, environnementaux ont évolué et se sont affirmés en même temps. Donc, de fait, les choses ont évidemment beaucoup changé. La question, c'est est-ce que l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui au rendez-vous alors à la fois des grands enjeux, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne crois pas, mais au-delà de ça, au rendez-vous des mutations du travail, des organisations collectives, du besoin d'engagement qui parfois se réunissent dans des organisations d'économie sociale. C'est là, je crois, qu'est la question du jour. Alors, sous l'angle de la participation, vous savez, enfin, je vais peut-être remonter au tout début de notre entretien, mais je pense qu'il y a plusieurs façons de faire participer les gens. Alors, d'abord, j'ai la conviction absolue que la participation est une condition de l'efficacité de la performance, au-delà même d'une condition pour donner du sens à ce que l'on fait. Mais alors, si je prends les choses de manière schématique, pour arriver à l'économie sociale, il y a au moins deux grandes façons de faire de la participation. C'est d'une part des modalités de management et d'autre part d'une organisation du dialogue social. Ce sont deux choses fondamentalement différentes, régies par des règles différentes, par des comportements différents, par des dynamiques différentes. La question, c'est de savoir comment les rendre complémentaires, à vrai dire. Je crois que par le biais du dialogue social, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont assez largement bloquées. Parce qu'en fait, la façon dont le dialogue social est organisé, je parle de la France pour le coup, apparaît parfois trop figée. La représentation des salariés dans le dialogue social est fragile, souffre parfois de manque de légitimité au vu de ce qu'est aujourd'hui le monde syndical en France, par exemple. Et les élections internes des entreprises ne sont pas là pour rassurer sur la légitimité des représentants des salariés. À vrai dire, je m'en désole, hein, je ne m'en réjouis pas particulièrement en ayant assuré des fonctions de direction générale dans des entreprises. Notamment, c'est toujours mieux d'avoir des interlocuteurs qui apparaissent comme étant les plus représentatifs possibles. Du coup, et je dirais que quelque part, parfois malheureusement, le recours au management participatif est une façon de contourner les difficultés du dialogue social. Alors aujourd'hui, justement, oui, parce que c'est quand même très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cause même de l'absence de dialogue social, c'est la façon dont est institué le dialogue social aujourd'hui en entreprise, et que donc il faut trouver des dérivés par différentes formes de management qu'on appelle collaboratif, mais après tout, parfois on ne sait même pas comment faire pour le faire fonctionner en réalité, parce que c'est quand même une formule qui est difficile à instituer aussi dans les entreprises. Donc finalement, le problème, le nœud, viendrait de la façon dont aujourd'hui le dialogue social est organisé. Peut-être, comme vous disiez, 2014, il y a 7 ans, on a l'impression que c'était il y a un monde, c'était ancestral. Est-ce que le dialogue social doit aussi évoluer beaucoup plus rapidement par rapport à l'évolution de la société et des entreprises ? A priori, sans doute, ne serait-ce parce que le corps social de l'entreprise est en train de changer à vitesse grand V. Enfin, ça a été dit par Carole Haller à l'instant, mais les nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail ne se fondent absolument pas dans les cadres du dialogue social habituel. Même à vrai dire, pour être encore plus franc, moi je le vois parce que je préside le crédit coopératif, recruter aujourd'hui des jeunes dans un cadre d'organisation du travail classique, reposant sur le salariat, etc., est devenu extrêmement compliqué.
Alors moi, en tant qu'homme blanc de 50 ans et qui suis donc un vieux aux yeux de Carole Alain, je suis parfois surpris. C'est la boutade, hein, c'est une agression. Je suis vraiment surpris, mais Non, on a dit que c'était bien. quand vous avez un jeune qui vous dit ouais, le job m'intéresse beaucoup, votre entreprise, je crois que c'est le cas, apporte du sens à ce que je voudrais faire parce qu'on n'est pas tout à fait une banque comme les autres, mais néanmoins, si vous pouviez me proposer le même job sans être salarié et je fais ça comme je veux, quand je veux et j'habite où je veux, je préférerais. Euh, pour une banque qui, même ceux qui se veut un peu différente, mais qui néanmoins a l'une des conventions collectives les plus intéressantes du monde du travail, faut admettre quand même que c'est un peu perturbant quand même. Parce que du coup, ça veut dire, avant même que la crise passe par là, que le télétravail se généralise plus ou moins facilement d'ailleurs dans les entreprises bancaires, avant même ça, on avait déjà cette pression-là. Donc maintenant, la pression va être encore plus terrible, à vrai dire, parce que maintenir des collectifs de travail dans des organisations qui, en plus, essayent d'avoir du sens, qui reposaient sur la transmission. Et je veux aussi, parce que ça me fera ma transition vers le SS, mais quand vous êtes une entreprise qui essaie de donner du sens à ce qu'elle fait, c'est à la fois une forte culture d'entreprise, mais une forte affirmation de principes, de valeurs, etc. La façon dont vous transmettez ça repose sur la présence au travail, comme pour beaucoup, sur l'échange entre collaborateurs plus expérimentés et moins expérimentés dans des cas de discussion, de travail, de pilotage de projet, etc. Même cette question-là du sens qui apparaît comme évidemment positive par rapport à la problématique qu'on se pose, elle repose quand même sur la capacité à transmettre en direct. Et donc, du coup, ça fragilise évidemment beaucoup aujourd'hui que ces mutations du travail pèsent sur nos organisations collectives. Enfin, c'est pas très française. Mais... Si, si, Et puis, si, alors, si, dans les si, organisations... c'était compréhensible en tous les cas. D'accord, merci, c'est sympathique. En tout cas, des entreprises de l'ESS, on a une autre problématique encore. Alors, mais là, je me garderais bien de généraliser, parce que quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de choses tellement différentes. De grosses et de petites entreprises, on parle de vraies entreprises qui s'assument comme telles et de structures associatives qui ne s'assument pas forcément comme telles, dans plein de secteurs d'activité différents, des banques au secteur de la solidarité. Donc, évidemment que généraliser serait abusif. Néanmoins, dans beaucoup d'organisations de l'économie sociale, euh, il s'agit quand même de faire vivre une économie de l'engagement, en fait. Et beaucoup de salariés qui rentrent dans nos organisations, ils viennent eux-mêmes avec leur bagage d'engagement. Et donc, du coup, forcément qu'ils ont la recherche de sens, forcément qu'ils estiment devoir avoir droit au chapitre sur ce qui doit être fait dans l'entreprise. Et ça rentre en conflit, d'ailleurs, avec la façon dont les adhérents sont représentés ou les bénéficiaires sont représentés, l'articulation entre ces différentes approches, des, des administrateurs, par exemple, qui seront la plupart du temps représentatifs d'adhérents de tranches d'âge plutôt supérieures, avec des salariés qui s'engagent parce qu'ils pensent que c'est là qu'ils vont trouver la réponse à l'équation insoluble qui consiste à vouloir avoir un travail intéressant, correctement payé dans dans un environnement de sens où on me demanderait en plus de participer aux choses, et ben, ça rentre forcément en conflit. Et nos organisations de l'économie sociale, peut-être qu'elles partent avec un avantage, je l'espère en tout cas, mais néanmoins, elles sont confrontées d'abord aux mêmes difficultés et peut-être même à vrai dire, de façon plus cruciale, parce que les attentes y sont plus fortes à l'intérieur. Et donc, c'est bien à ça qu'on va devoir demain répondre, je pense, a fortiori avec les mutations du travail entraînées, accélérées par la Par la crise pandémie, aujourd'hui. absolument, absolument. Vous vouliez Et en fait, poser... Pardon, pardon, le pardon. seul modèle, pardon, je finis juste, le Bien seul sûr. modèle d'économie sociale où on arrive près à l'organiser, ce sont les scopes, parce qu'en fait, enfin, pas le seul modèle, mais en tout cas là où c'est plus généralisé, parce qu'en fait, là, tout se confond, et si possible positivement, la propriété de l'entreprise, la définition des orientations stratégiques, la façon dont on travaille et délibère ensemble, la façon dont on répartit la valeur ensuite. C'est objectivement le modèle le plus abouti, c'est pas pour autant qu'il est idéal, parce qu'il ne fonctionne pas partout de manière exemplaire non plus, à vrai dire. Oui, dans les scopes qui sont les sociétés coopératives et participatives, donc c'est où les salariés détiennent la majorité du capital, mais finalement ça touche toute forme de génération, où, puisqu'on entendait tout à l'heure parler des millennials qui ont un petit peu plus de difficultés parfois à s'engager, à appartenir, enfin ils veulent bien tout donner, mais appartenir, ce n'est pas forcément ça qui les caractérise. Est-ce que le fait de créer des modèles comme les scopes, qui oui fonctionnent quand ils sont établis, est-ce que c'est facile d'en créer avec les nouvelles générations ? Pas si facile que ça, non, parce qu'en fait, je ne suis pas tout à fait sûr que ça corresponde exactement à leur façon de voir les choses non plus. Vous Absolument. l'avez d'ailleurs dit dans votre question,
Beaucoup des jeunes veulent bien s'engager, mais sans appartenir à l'entreprise, et en fait, pas plus sans vouloir que l'entreprise leur appartienne, en fait. Mhm. Précisément parce que leur conception de leur parcours de vie, je ne parle pas de leur parcours professionnel, mais leur parcours de vie, n'inclut pas nécessairement ce rapport-là au monde du travail et a fortiori au monde de l'entreprise en tant que tel. Donc non, je ne suis pas tout à fait sûr en fait que ça corresponde à leurs attentes. Parce que monter une scope, en France, la loi encourage en fait la transformation d'entreprise en scope ou la création d'entreprise en scope, repose quand même sur une prise de risque non négligeable de la part des personnes. Quand vous reprenez une entreprise en scope, par exemple, il faut décider d'y consacrer une partie de ses économies et donc devenir actionnaire d'une entreprise ou sociétaire d'une entreprise et derrière supporter la part de risque correspondante et s'engager surtout dans la durée. Et la question de la durée, elle n'est pas neutre. Et c'est encore un autre sujet pour l'entreprise de l'économie sociale. Elles sont fondamentalement orientées vers le long terme. C'est ce qui les caractérise, la raison pour laquelle elles sont d'ailleurs non lucratives, et de ce fait par ailleurs participatives, voire démocratiques, parce qu'en fait elles s'engagent dans la durée, que l'entreprise n'appartient à personne en particulier, mais à tout le monde, et donc c'est la collectivité qui avance. Et donc les parties prenantes de cette collectivité, jusqu'ici, se définissent sur le temps long. Et la problématique qu'on peut avoir, elle est aussi celle-là, a fortiori chez les plus jeunes, qui viendront peut-être y chercher du sens, mais qui ne viendront pas chercher l'engagement sur le temps long, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qui est intéressant au travers de tout ce qui est dit jusqu'à présent, c'est aussi que finalement, on se rend compte qu'on a de moins en moins de réponses et de plus en plus de questions, ce qui permet de faire évoluer les modèles tels qu'ils doivent évoluer très rapidement. Et on voit bien que la pandémie nous pousse à faire évoluer les choses aussi beaucoup. On a parlé de la qualité de vie au travail, on a parlé de l'évolution des modèles d'entreprise, on a parlé de ce qui faisait adhérer ou pas, plus ou moins, selon les valeurs nouvelles à l'entreprise. On a parlé des millennials, mais comment faire la place à tous? Ça, c'est le dernier rang qui est quand même très intéressant à aborder dans cette table ronde. Et je me tourne vers vous maintenant, Sophie Crabette, pour avoir terminé notre premier tour d'horizon. Et après, il y aura encore des questions sur lesquelles on va revenir. Vous êtes chargée de l'action revendicative FNAT, qui est la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment éveiller un peu plus les consciences, hein. On s'est aperçu que d'ouvrir les yeux sur la différence permet parfois de trouver un sens. On va revenir là-dessus. Mais moi, je voudrais savoir votre titre, parce que quand même, il m'interpelle. Même si on est dans la société de l'œil et pas de l'oreille, ça a quand même accroché mon oreille. Chargé de l'action revendicative. C'est quoi revendicatif? C'est un côté militant, enfin revendicatif. Pourquoi vous avez un titre aussi engageant? Et engagé aussi, effectivement. Alors, on dit maintenant, de manière plus soft, on parle de chargé de plaidoyer, plus que de chargé de l'action revendicative, mais au bout du bout, ça revient à la même chose. Et effectivement, la FNAT, depuis 100 ans, en 2021, milite justement pour les droits des personnes en situation de handicap, notamment les droits au travail et à l'inclusion professionnelle. Et donc, on amène, on va dire, dans tous les projets de loi qu'il peut y avoir autour de l'emploi, de l'accès aux soins, de l'accès aux droits, notre pierre à l'édifice, et on fait des propositions dans le cadre de cette action revendicative que j'anime pour la FNAT. Voilà. Alors justement, quand une personne handicapée est dans l'entreprise, quelle est sa place justement dans l'entreprise? Déjà, on sait à quel point ça peut être plus difficile d'accéder à l'emploi lorsqu'on est une personne handicapée. Mais une fois qu'on est dans une entreprise, quelle est la place qu'on peut avoir et peut-on faire partie des acteurs de la participation? Alors déjà, vous avez raison, effectivement, beaucoup trop la cherchent leur place pour l'instant au sein des entreprises. Et c'est pas pour rien qu'il y a 2 fois plus de personnes en situation de handicap au chômage en France que le tout public. Donc on voit bien que l'inclusion, même si elle progresse, hein, vraiment sincèrement, elle a beaucoup progressé ces dernières années, elle n'est pas encore complètement au rendez-vous. Et j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu le dernier maillon manquant qui manque dans la qualité de vie au travail et dans toutes
la sphère que les entreprises ont pu mettre en place. On va mettre des plantes dans son entreprise, faire venir des abeilles pour que ce soit plus sympa, etc. Mais par contre, effectivement, le volet handicap, c'est plus compliqué. Alors, pour plein de raisons, en fait, finalement, qui appartiennent aussi à notre histoire, hein, puisque au début, embaucher une personne en situation de handicap, c'était un petit peu on va dire, on faisait une belle action. On se fichait presque des compétences, excusez-moi l'expression, de la personne. On était plus sur, bon, allez, je vais faire une action symbolique. C'était symbolique. C'était symbolique et il a fallu quand même attendre la loi du 11 février 2005 pour qu'il y ait un repositionnement des consciences en disant attention, attention, on est sur des personnes qui ont des compétences à mettre en avant et effectivement il y a une différence qui est la situation de handicap qui nécessite l'aménagement de la situation de travail ou la manière dont on va proposer les postes et du coup ça a été posé dans la loi, mais vous le savez tous, c'est pas parce que quelque chose est posé dans une loi, et bien que tout de suite on se dit ah oui, effectivement, il faut tout de suite passer sur les compétences des personnes et prendre ce train-là. Donc il y a un cheminement qui est à faire. Donc déjà elles cherchent leur place pour y entrer, et une fois qu'elles y sont, c'est vrai que souvent il y a une sorte de reconnaissance des personnes en situation de handicap qui tranche avec ce que vous avez pu dire, monsieur Alain, Carole, pardon, dans votre présentation, où justement il y a une volonté de stabilité et presque de s'accrocher au poste sur lequel on a été retenu et de la retenue aussi pour les personnes dans leur évolution professionnelle. On n'ose pas demander une augmentation, on n'ose pas demander un autre poste qui nous intéresse, parfois même on n'ose pas demander une formation et donc c'est vrai qu'il y a toute cette retenue qui est encore là et qui manque dans l'inclusion que peuvent mener les entreprises. Et on le voit, il y a quand même des choses qui se font et notamment qui partent maintenant du management. On a parlé, alors on n'est pas encore dans le management agile, mais en tout cas dans le management inclusif où il y a quand même des entreprises qui commencent à s'interroger sur la place de leurs collaborateurs en situation de handicap et de ce qu'ils peuvent justement apporter à l'entreprise, notamment en matière de réflexion sur les organisations. Quand on a une personne à maintenir dans son emploi et qu'on ne peut pas la maintenir telle qu'elle sur son poste parce qu'il y a plein de problématiques qui se posent, il y a des réflexions aujourd'hui qui sont menées qu'on ne voyait pas, on va dire, il y a quelques années et qui amènent à ce que l'inclusion progresse, mais de la part de la voix des salariés, cette inclusion, elle est encore trop lointaine. Et les managers ne pensent pas souvent à faire de la place à la personne en situation de handicap qui a été embauchée. Alors, pas forcément de manière volontaire. Je dirais plutôt qu'on est sur une sorte de discrimination passive qui fait que tout de suite, on se dit « Ouh là là, ça va être peut-être un peu compliqué de le faire progresser, d'aménager son poste de travail. » Et du coup, naturellement, on propose une autre solution. Donc, il y a tout ce travail qui est à mettre en place dans les entreprises. Certaines l'ont déjà fait et le font bien. Et ça se passe bien, donc je crois qu'il y a quand même aussi des choses positives à montrer. Et ça, que ce soit dans des grosses ou dans des petites entreprises, là pour le coup, ce que vous disiez en préambule, Monsieur Ruffier, s'observe dans le maintien dans l'emploi, que ce soit dans des petites ou des grosses entreprises, on peut toujours avoir de très bonnes initiatives. Alors pas pour les mêmes raisons. Dans les grandes entreprises, on est plutôt sur la mise en œuvre d'une politique globale de QVT, alors que dans la petite entreprise, on est plus sur le phénomène d'appartenance et du fait que le collaborateur finalement fait presque parfois un petit peu partie de la famille. Et ça amène, malgré des fois toute la complexité que ça peut poser dans une petite entreprise, l'entreprise a trouvé des ressources pour justement favoriser cette inclusion. Alors, par rapport à tout ce que vous dites, je pense que c'est important que Nicolas Daucher, qui est avec nous aussi, témoigne, parce que c'était intéressant aussi d'entendre ce grand écart que vous décrivez entre les millennials qui ont un rapport à l'emploi qui est finalement
plus, je vais dire, vous parliez de séduction ou de séducation tout à l'heure, Carole Alain, un rapport plus consumériste, là où finalement un travailleur handicapé, lui, n'a pas ce choix finalement. Donc la question aujourd'hui, c'est aussi celle du recrutement. Et vous, Nicolas Daucher, eh bien, vous êtes recruteur pour une entreprise adaptée. Vous souhaitez d'ailleurs témoigner de votre parcours et c'est intéressant qu'on vous entende par rapport à ça. Oui, bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour la prise de parole. Donc effectivement, je suis Monsieur Daucher Nicolas, j'ai 36 ans. Je vais revenir un petit peu, je ne suis pas entièrement recruteur, je suis assistant de ressources humaines auprès de l'entreprise adaptée Hightechway sur la région toulousaine. Je suis moi-même en situation de handicap moteur, donc en fauteuil roulant, ça ne se voit pas à la vidéo, mais en fauteuil roulant. J'ai un parcours avec un bac littéraire obtenu en 2004, je fais partie... Monsieur Carole, de la génération Y, je crois, année 85, donc cette année-là. Bac L, et ensuite j'ai obtenu un BTS assistant de gestion PME-PMI, gestion des entreprises, qui m'a permis de rentrer dans le monde du travail par diverses entreprises comme Adecco. J'avais également travaillé dans l'aide à domicile et dans le cadre de mon parcours et de ma recherche d'emploi, j'ai rencontré Cap Emploi. Cap Emploi qui était un organisme spécialisé dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour trouver du travail. Donc j'ai été accompagné par leur service et puis un jour ils m'ont tout simplement demandé est-ce que tu veux pas passer de l'autre côté de la barrière et travailler en fait pour nous et aider les personnes en situation de handicap à trouver du travail. Donc j'ai été pendant 10 ans au sein de cette structure-là, au sein de Cap Emploi, en tant qu'assistant co-traitant. Donc je m'occupais de la relation entre Cap Emploi et les demandeurs d'emploi au niveau du Pôle emploi, qui allait être accompagné par la suite par nos services. Et vous voyez une énorme évolution aujourd'hui par rapport justement à ces 10 années sur le regard qu'on peut porter sur une personne handicapée dans l'entreprise et sur l'apport qu'on lui laisse donner à l'entreprise, la participation justement. Vous voyez ce chemin ? Madame Krabet l'évoquait tout à l'heure, on est dans une évolution lente mais constante. Donc on a de plus en plus de personnes présentes au sein des entreprises. Malgré avec la loi, avec tout ceci, et puis les mentalités évoluent aussi, et je pense qu'on est en train de recentrer un petit peu le débat avec remettre les termes de compétences avec le recrutement d'une personne en situation de handicap. Avant qu'elle soit une personne en situation de handicap, elle est travailleur. Donc, elle a des compétences, elle a été recrutée pour tout ceci. Donc, effectivement, je vois cette évolution-là. Et également, suite à cette expérience-là avec Cap Emploi, j'ai eu un besoin de changer d'orientation professionnelle et de découvrir un nouveau domaine d'activité, ce qui me permet aujourd'hui de rebondir chez Hightechway, pour lequel j'avais été recruté sur un poste dans l'aéronautique. J'ai eu cette très bonne idée de vouloir changer d'emploi en mars 2020, en cette période de pandémie. Vous avez voulu changer en même temps que le monde, c'est bien, c'est cohérent. Oui, c'était cohérent. Donc j'ai eu la possibilité d'intégrer un poste de project manager planer dans l'aéronautique. Donc un gap assez important par rapport à ce que je faisais, mais cette opportunité-là m'a été donnée par l'entreprise par rapport à la confiance, par rapport aux compétences et une montée en compétences qui était aussi importante. Bien évidemment, cette mission est à l'arrêt actuellement par rapport à la situation sanitaire que l'on connaît tous. Et donc, après pas mal de temps un peu en chômage partiel à la maison, l'entreprise Hightechway qui m'avait recruté m'a tout simplement demandé, plutôt que d'être chez toi, est-ce que tu veux pas, avec ton expérience de tes 10 ans de recrutement et de sélection de personnes en situation de handicap, travailler pour nous le temps que ta mission reparte et apporter tes compétences et tes savoir-faire sur cette période-là. Donc, au final, quelque chose sur lequel je m'étais moi éloigné petit à petit psychologiquement en disant j'avais peut-être fait le tour du recrutement, du monde social, des travailleurs handicapés, j'y reviens dedans et c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse et surtout qui me permet aussi de voir en tant que personne en situation de handicap cette évolution et d'accompagner au mieux les personnes qui sont dans la même situation que moi
mais dans une situation en recherche d'emploi, elles, de leur côté. Yves Durand, depuis tout à l'heure, je sais, vous avez quand même tellement de questions à poser parce que chaque intervention est absolument passionnante. Et en même temps, j'attendais que vous trépigniez jusqu'à maintenant 10 minutes de la fin pour pouvoir intervenir. Non, je ne trépigne pas parce que j'écoute tout ce qui se dit et qui est absolument passionnant. Et il y a une question des internautes qui nous arrive et je vais la relayer parce qu'en même temps, je la partage et dans les 10 minutes qui nous restent, je voudrais vous la poser à tous. En fin de compte, tout ce que vous avez dit les uns et les autres, avec la diversité de votre positionnement professionnel ou de vos engagements, pose, me semble-t-il, le problème du sens que l'on donne à l'entreprise. Et le mot sens, d'ailleurs, est revenu très souvent dans votre intervention. Quel est le sens? Quel est le sens de mon engagement dans l'entreprise? Quel est le sens de ma vie, etc. Et c'est ce que je recherche plus que la stabilité ou autre chose. Et ce sens que l'on donne à l'entreprise, c'est au fond, ça passe par la qualité de la participation et du dialogue social. Ça m'a fait, vos interventions m'ont fait penser à un rapport qui avait été d'ailleurs demandé par le président de la République et le gouvernement, me semble-t-il, dont la co-autrice, ils étaient deux auteurs, dont la co-autrice était Nicole Notat, et qui justement posait le problème du sens de l'entreprise, de la nature du dialogue social, de la nature de la participation des salariés dans l'entreprise. Mais la question que je pose à partir de ça, et ça rejoint un peu vos préoccupations, et la question qui est posée et que je pose en même temps, c'est comment faire rentrer cette idée du sens dans un appareil législatif, dans la loi, car c'est la loi qui va imposer ce type de dialogue social, et comment ce dialogue social, ce sens, peut se combiner, si je puis dire, avec ce qui était jusqu'à maintenant la mission unique de l'entreprise, c'est-à-dire de faire des profits, et comment on trouve l'équilibre entre cette volonté de profit, cette volonté, pour notamment les grosses entreprises, des actionnaires de faire des profits vite, et en même temps de ce qui apparaît dans vos interventions, dans la question et dans le rapport dont je parlais, c'est-à-dire trouver le sens à la fois avec des responsabilités environnementales, sociales, sociétales de l'entreprise, et non pas uniquement, je vais aller vite et être caricatural, être une machine à faire des profits. Voilà. Alors, peut-être un mot. Quel type d'appareil législatif, d'après vous, on pourrait trouver pour donner du sens à l'entreprise et permettre justement la participation de ses salariés? Alors peut-être rapidement, si je me permets, hein, il nous reste 5 minutes et on doit rendre cette antenne après. Carole Alain, peut-être est-ce qu'il y a des modèles qui existent par ailleurs pour instituer le sens finalement dans le fonctionnement même de l'entreprise ou même de la société, législatif ou autre, dans d'autres pays? Ma réaction, c'est ça de vous dire, ça va être le défi de faire cohabiter les valeurs verticales et les valeurs horizontales. Et je pense que les nouvelles générations s'inscrivent davantage dans ce modèle-là. Ils ne peuvent plus s'inscrire dans un modèle strictement vertical où on retrouve procédures, structures, organisation, direction, stratégie. Ils ont besoin aussi de vivre dans un modèle horizontal, transversal, où on retrouve l'autonomie, le réseau, la mobilité, etc. Il va falloir trouver une façon de les faire cohabiter. Et nous sommes tous au rendez-vous pour tenter à trouver une solution à cette réalité-là dans toutes les organisations, quel que soit qu'on se trouve dans l'entreprise, quel que soit le type d'entreprise. Je pense que ça risque d'être un défi. Ça sera de penser ce que ça représente pour les nouvelles générations, donner du sens pour moi de travailler au sein d'une organisation, c'est de faire cohabiter le rapprochement des valeurs verticales et horizontales.
Et donc, Jérôme Sadier, si on reprend ce que vient de nous dire Carole Alain, en reprenant ces nouvelles données horizontales et ces nouvelles données verticales entre abscisse et ordonnée, comment on positionne ce point et comment justement on pourrait l'instituer, trouver une forme telle que posait la question Yves à l'instant, de le faire rentrer dans la loi ou de le faire instituer d'une façon ou d'une autre dans un fonctionnement, celui du sens. On fait quoi? Alors, moi, je suis pas un matheux, donc les abscisses et les ordonnées et positionner les points, c'est pas mon truc. Moi, je suis littéraire en fait, donc je vous répondrai par l'imaginaire. Et ça répond surtout à la question que posait Yves Durand à l'instant. Je pense que la France, je parle que de la France, excusez-moi, mais elle est prisonnière d'un imaginaire de l'entreprise qui repose sur les entreprises du CAC 40, multinationales, pilotées par un actionnariat parfois très volatile, guidées par la rentabilité, alors que c'est minoritaire dans le monde de l'entreprise en France, à vrai dire, et comme dans la plupart des pays d'ailleurs. Et je pense qu'il faut reconstruire un imaginaire qui tourne autour de l'entreprise pour répondre à la question du sens. Et là, je rejoins la question de la culture de l'entreprise qui doit marier des choses qui apparaissent comme contradictoires, qui ne le sont pas nécessairement. Par contre, il manque des modes d'emploi. Pour répondre à la deuxième partie de la question sur que faire par la loi, et là Yves Durand avait raison de rappeler ce qui a motivé pour partie la loi Pacte en France, avec la création des entreprises à mission. Le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, en fait, allait d'ailleurs plus loin que la loi Pacte, à vrai dire. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'être auditionné par Nicole et Jean-Dominique Sénard. Mais preuve pour illustrer ce que j'ai tout à l'heure, Nicole Notat me disait mais de toute façon, on va préconiser que le nombre de salariés qui participent au conseil d'administration soit substantiellement augmenté. En fait, je dis, c'est sans doute très bien, mais en fait, ça suffit pas, loin de là. Ça résout pas la question. Le représentant des salariés du conseil d'administration, pour l'expérimenter depuis pas mal d'années, à vrai dire, je dis pas qu'ils n'ont pas une vision stratégique aussi pertinente que celle des administrateurs, mais elle est aussi tournée vers la défense des intérêts des salariés. Or, ce dont on parle, c'est pas que ça. Ce dont on parle, c'est le sens qu'on donne à la vie dans l'entreprise. Et ce que l'entreprise à mission instituée par la loi Pacte essaye de faire, à mon avis, très improprement encore à ce stade, même si c'est un premier pas, c'est de voir où se situe l'intérêt de l'entreprise en dehors de la création de valeur et à fortiori son partage entre actionnaires lorsque c'est une entreprise de propriété d'actionnaires. Et cette mission-là, je pense qu'il faut effectivement que partout ça puisse faire l'objet de débats collectifs, participatifs pour ancrer dans les statuts de l'entreprise une autre mission que celle qui consiste à produire de la valeur marchande, entre guillemets. C'est là que l'ESS a un petit avantage, alors illustré de manière très différente selon les entreprises, les secteurs d'activité, les tailles, etc. Mais je crois, et c'est ce qu'on essaie de faire à ESS France, et j'en finirai par là, à partir des modèles classiques de l'économie sociale et solidaire, qui sont classiques, donc peut-être en quelque sorte dépassés, il faut qu'on essaie de faire sortir de nos statuts, de nos pratiques, ce qui peut inspirer un nouvel imaginaire de l'entreprise, voire même ce que pourrait être une nouvelle norme économique, entrepreneuriale pour demain, qui dépasserait le cadre stricto sensu de l'économie sociale et solidaire pour irriguer le débat sur l'entreprise de manière générale. Et dès aujourd'hui, ce qui se dit en France de l'entreprise est déconnecté des réalités, tant pour ce qui est réellement l'entreprise que pour ce qui s'y passe. Merci, merci beaucoup à vous, Jérôme Sadier. Vous allez avoir le mot de la fin, je pense, Clément Ruffier, peut-être en vous inscrivant par rapport à cette donnée plus mathématique entre la verticalité et l'horizontalité, et puis celle plus littéraire, mais qui est finalement tous rejoints sur le dessin de nos imaginaires et comment petit à petit on remodélise nos entreprises et leur place dans la société, la façon dont on doit instituer justement tout cela. Votre mot à vous? Tout d'abord, je dois dire que je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Sadier à propos de cette question de la participation, disons, plus institutionnelle des salariés dans les conseils d'administration. Il me semble qu'on peut dire finalement que cette question de la mise en place d'institutions, elle est nécessaire. Parce que la participation passe par ça, mais elle n'est pas suffisante en le sens où il faut effectivement repenser les cadres de l'entreprise, repenser un imaginaire. Et ce que je rajouterais peut-être par rapport à ça, c'est qu'il me semble que aujourd'hui, peut-être qu'on pense trop parfois la question de la représentation du personnel, du dialogue social, comme quelque chose à dépasser, parce qu'on en a une vision effectivement assez nette Contrainte. maintenant
effets négatifs que celle-ci peut avoir, mais pour autant, il me semble qu'il y a un grand intérêt et des potentialités énormes à penser également comment les formes de participation directe des salariés, donc quand on demande l'avis des salariés, peuvent être articulées avec ces questions de représentation du personnel. Parce que tout d'abord, le dialogue social finalement peut donner un cadre sécurisant à la participation et permettre la participation de tous, des salariés de manière directe. Et à l'inverse, je pense que la participation directe peut nourrir le dialogue social en apportant des cas concrets, des exemples des contraintes qui sont rencontrées dans le travail et faire en sorte finalement que ces institutions représentatives du personnel se centrent sur ces enjeux du travail et donc fonctionnent mieux également. Donc il y a un véritable bénéfice mutuel à articuler ces formes de participation directe et indirecte et non pas seulement à les opposer ou à les dépasser, à prendre ligne pour dépasser l'autre. Merci infiniment, vraiment à chacun d'entre vous pour ces témoignages absolument passionnants, riches, sans aucune répétition. Vraiment, on a eu l'impression de faire progresser toute cette discussion. Vraiment, je vous remercie chacun. On est obligé de rendre l'antenne par rapport à cette table ronde ensemble. À très bientôt, j'espère. Nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour parler d'un nouveau sujet de participation, celui des territoires. Comment on peut être acteur des territoires? Comment on peut faire que certains territoires qui sont aujourd'hui oubliés retrouvent leur propre cœur et ne soient pas à la périphérie d'un autre? C'est dans un quart d'heure. On se retrouve donc et à très bientôt tout le monde.